Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Rerum Inferni. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de deux aspects en commençant par l'un et en terminant sur l'autre, qui va être l'objet de mon récit. De mon récit, justement. Donc le premier aspect, ça va être le complotisme. Qu'est-ce que le complotisme? Il ne s'agit pas de vous mettre en garde contre les risques de cette méthode un peu étrange. Il ne s'agit pas non plus de vous donner une méthodologie pour lutter contre le complotisme, mais d'essayer d'analyser, d'étudier comme un phénomène de quelque chose, ce que signifie aujourd'hui, en 2016, et en fait d'une manière générale depuis l'acmé de la montée en puissance d'Internet, ce qu'est le complotisme. De quoi le complotisme est-il le signe? Alors pour ce faire, je vais d'abord devoir préciser ce que n'est pas le complotisme. On a une espèce de tendance à penser que le complotisme pourrait être tout rapport de force de cellules qui concentrent des unités de pouvoir, par exemple le lobbyisme. Le lobbyisme, ça n'est certainement pas quelque chose qui correspond aux théories du complot. Le lobbyisme, c'est le nom tout à fait moderne et tout à fait hygiénique de la corruption, tout simplement. C'est-à-dire que des organismes vont influencer des instances de pouvoir par leurs décisions à eux et leurs intérêts à eux. On a, dans une certaine mesure, un lobbyisme qui est institutionnel, qui est légal. Par exemple, je vais prendre l'exemple français du Conseil constitutionnel. On estime que les différents membres du Conseil constitutionnel n'ont pas le temps de s'occuper, de se documenter sur tous les aspects des questions qu'on va leur proposer. Ainsi, on a institutionnalisé, mis en place de manière officielle et avec des règles de procédure, ce qu'on peut appeler du lobbying, c'est-à-dire des gens qui vont pour le Conseil constitutionnel, composer des dossiers, faire des espèces de résumés de la situation et proposer des analyses jugées pertinentes pour, on va dire, guider les décisions du Conseil constitutionnel qui appartiennent évidemment aux membres du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire que personne ne décide à leur place, mais en fait on va appuyer un peu quand même. À partir du moment où on insère de l'argent là-dedans, c'est-à-dire, mais vous verrez à quel point mon idée est bonne, d'ailleurs je vous donne un peu d'argent pour vous penser que c'est bon, ça devient du lobbyisme au sens où Bruxelles le pratique énormément, où Juncker le pratique tout le temps, c'est-à-dire de la corruption. Donc ça n'est pas du complotisme, ça n'est pas ce qu'on peut étiqueter complotisme. De même, quand par exemple sous une monarchie, un roi décide de planifier une guerre, il n'est pas en train de faire du complotisme, il est en train de planifier une guerre. S'il planifie une guerre alors qu'il sait qu'il va perdre, afin que le fait de perdre va lui permettre d'obtenir... Là, on rentre dans quelque chose qui est plus de l'ordre du complotisme. Donc évidemment, je le nomme à l'instant, ce qu'on entendrait aujourd'hui sous cette expression un peu fourre-tout des théories du complot, c'est le fait qu'une instance, quelle qu'elle soit, planifie intégralement le déroulé d'une situation jusqu'à un aboutissement qui est son objectif. Et un aboutissement pour lequel elle va mettre en place des structures un peu retorses. Le grand maître incontesté des théories du complot, c'est-à-dire son plus grand acteur, son plus grand génie, c'est Palpatine. Palpatine, c'est un complotiste et il met en place, par le biais de la guerre contre les clones, qu'il a complètement instrumentalisé, c'est lui c'est lui qui a encouragé la Fédération du Commerce à foutre le bazar, c'est lui qui fait en sorte que les Jedi dégagent, etc. Là, on est dans du complotisme. Alors, c'est donc un ordre de fiction, ok? Le complotisme, on peut le voir aussi chez James Bond, dans à peu près tous les James Bond, il y a un grand méchant qui orchestre tout dans l'ombre, etc. On a dans des mangas, comme par exemple Samurai Deeper Kyo, où en fait le conseil des Mibu est celui qui gouverne le monde dans l'ombre. Enfin, c'est un grand fantasme de la littérature, du cinéma, de la pop culture. J'en vois qui peuvent hurler à entendre parler de Samurai Deeper Kyo, donc des mangas comme étant de la littérature. Cependant, j'estime que ça en est, à partir du moment où c'est un texte écrit qui raconte une histoire. Parce qu'en fait, la théorie du complot, ce n'est jamais qu'un récit. C'est le récit politique qui essaye ou qui, par accident, mythifie le rapport de force pour lui donner une noblesse ou une aura de l'ordre de la poésie. Et c'est là que ça m'intéresse, puisque évidemment, j'attaque directement au cœur de mon objet, c'est le diable. Le diable en tant que... alors, on a le diable en tant que deux choses. D'abord, en tant que support du complotisme, c'est-à-dire, par exemple, la loge franc-maçonnique, sataniste, judéo-chrétienne, bolchevo, tout ce que vous voulez. En fait, vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez qui finit en haut pour avoir un mot suivant derrière. Mais en gros, une espèce de loge secrète qui gouverne dans l'ombre
les vrais enjeux du monde. Et alors nous serions tous 7 milliards de pantins, ce qui est quand même assez balèze. Israël gouvernerait le monde dans l'ombre je sais pas, des communistes, ou enfin, avec tout ce qu'on veut qui est pas gentil. Par exemple, quand on voit que Valls parle de l'islamo-gauchisme, outre que ça me rappelle assez dangereusement le judéo-bolchevisme, qui est quand même un truc sur lequel a tapé Hitler, c'est surtout, on donne un nom à quelque chose, on met une étiquette un peu fourre-tout qui nous permet de rendre compte d'un ennemi démoniaque, absolument malveillant, qu'il s'agit de détruire. Donc, on est vraiment dans une mythification du rapport au pouvoir et une instrumentalisation du rapport de force à la faveur d'une hyper-spiritualisation et qui permet d'avoir un rapport en fait assez affectif, assez émotif à un phénomène politique et qui permet de faire passer à peu près n'importe quoi. Donc ce qu'on est en train de vivre actuellement, l'état d'urgence, alors ça fait un bail que c'est en cours, c'est en train de devenir absolument une catastrophe, Valls fait n'importe quoi, il va faire repasser le truc au 49.3. Je ne suis pas en train de parler de Valls, je suis en train de parler de l'effondrement ou du délitement du phénomène politique qui se renforce ou qui se maintient, parce qu'on en est là, à coup de mythes, à coup de récits. Le complotisme, c'est un récit sur le fait politique. Alors, ce qui est vachement intéressant quand on est un peu littéraire, c'est d'aller étudier ce que les mecs qui ont réfléchi sur le mythe peuvent écrire et essayer de l'appliquer à la question politique actuelle. Donc, on a des types comme Hans Blumenberg, qui a écrit un texte assez court, enfin, il n'a pas écrit, c'est une traduction d'un énorme travail de Hans Blumenberg, traduction en français, c'est la raison du mythe, que je vous invite à croiser à l'occasion. Il travaille notamment sur le mythe de Prométhée, sur Faust également, donc on comprendra comment est-ce que j'ai pu le rencontrer, le texte. C'est un mec qui écrivait dans les années 70, donc c'est quelqu'un qui est en fait assez contemporain, et donc ça propose une lecture du mythe comme d'une résurrection de ce qui perd son sens. On a un autre type qui écrit vachement sur la question du mythe, mais alors il ne l'aura pas nommé comme ça, et c'est moi qui propose de l'intégrer à cette réflexion. Ça va être Ricoeur avec Temps et Récit. Temps et Récit, c'est une tentative de chercher, de comprendre, donc c'est un texte de Paul Ricoeur, c'est une tentative de comprendre comment est-ce que le sens devient la priorité sur le fait. Donc, c'est-à-dire que l'histoire n'a plus aucun intérêt en tant que déroulement d'événements. Ce qui est important, c'est l'histoire en tant que récit qui oriente le cours de ces événements. Par exemple, la guerre d'Algérie. Je ne sais pas quel âge vous avez. Moi, quand j'étais enfant, on m'a appris la guerre d'Algérie, mais on en a parlé très vite. Ma mère, quand elle était enfant, alors en plus, quand elle était enfant, c'était les événements d'Algérie. C'était pas la guerre. Il n'était pas question d'une guerre. L'État français est bien trop gentil pour faire une guerre. Ce sont des événements. Voilà. Donc il y a des petits problèmes. C'est à partir du moment où un État se politise l'histoire, c'est qu'il y a des enjeux qui dépassent le simple fait d'avoir un avis objectif. L'avis objectif de l'histoire n'existe pas. C'est toujours une affaire politique. Ce que n'est pas la littérature. Et c'est le deuxième aspect de Mon Diable. Donc le premier aspect, c'est la loge sataniste. Les méchants le méchant diable sont ceux qui sont méchants. Voilà. Et le deuxième aspect, c'est qu'en fait, le diable, je l'ai déjà abordé très rapidement dans la vidéo sur les sorcières. J'y reviendrai avec le marteau des sorcières. C'est une promesse que j'avais faite. La question du diable avec les démonologues également, c'est un récit qui s'écrit à côté de l'histoire. Pardon, c'est-à-dire à côté de Dieu, c'est-à-dire à côté de la vérité. Il y a quelque chose qui échappe à cette volonté politique d'instrumentaliser les événements pour en faire ce qu'on peut appeler l'histoire. Et on a une espèce d'allégorie de cette littérature alternative, de cette poésie. Alors, littérature alternative, encore une fois, c'est ambigu parce qu'on pourrait croire que je vais dans du complotisme, mais pas du tout. C'est-à-dire qu'il y a des supports d'histoire et de récit, alors là il faut prendre l'histoire au sens avec un H minuscule, c'est-à-dire de récits qui ont pu trouver force et poids et place dans le récit du diable, des sorcières, des démons, etc., puisque c'était des choses interdites, et ça a permis la poésie. Donc je vous renvoie à la vidéo sur les démonologues. Donc le diable est bien une entité qui a à voir avec cette question du complot, cette question de la place du récit dans le fait politique. La littérature s'écrit toujours contre le fait politique, toujours. C'est-à-dire que quand elle ne s'écrit pas directement via des pamphlets,
elle propose un point de vue sur, la contemporanéité d'une époque qui est toujours aussi ou plus intéressant que l'histoire officielle qui en est donnée. Quand on a par exemple Louis XIV qui avait un peu centralisé le pouvoir, on a eu un truc qui s'appelle la Fronde, je vous invite à regarder un peu ce que c'est, et il y a toute une littérature des frondeurs, donc c'est pas la fronde du PS, hein, c'est pas les mêmes choses, les mecs ils étaient... c'était pas exactement... ils n'étaient pas payés de la même façon. Les frondeurs, enfin la fronde, les tenants de la fronde ont écrit beaucoup. Louis XIV, enfin, ce qu'on peut appeler une espèce d'inquisition, mais pas religieuse, a chassé ces textes-là. Et donc on a une histoire qui s'est écrite à côté de l'histoire. On pourrait appeler ça une histoire diabolique, c'est-à-dire diabolos, hein, je rappelle la division, c'est-à-dire qu'elle se sépare du corps légal en fait de l'histoire, du corps politique de l'histoire, et elle s'écrit contre le fait politique de l'histoire. Donc je tenais à faire cette espèce de vaste rappel sur le complotisme qui est au fond une résurgence de la croyance en Dieu, de la volonté d'avoir un esprit de totalité qui s'est retourné, puisque à l'époque, à la base, où on va dire dans une espèce de premier élan, le diabolisme littéraire ou historique essayait d'échapper aux faits de l'histoire. Aujourd'hui, elle essaye de redonner du sens aux faits politiques, et c'est très intéressant d'observer ça. Pour finir, je vais simplement pour finir, je vais simplement venir sur le fait que l'histoire c'est toujours le récit de ce qu'on dit. C'est-à-dire que c'est comment est-ce qu'on raconte ce qui a été jugé, ce qui a été considéré comme signifiant du temps. Alors que le vécu, l'expérience, c'est toujours l'individu qui va témoigner d'un état qui est rarement en phase avec l'histoire. Le complotisme, en fait, c'est un phénomène qui nous permet à nous, on va dire contemporains de l'ère numérique, de croire encore que nous avons un contrôle sur ce qui nous arrive, alors qu'en fait, nous sommes tributaires d'une grande tradition politique qui nous écrase complètement et qui, au fond, n'a jamais été bien différente que celle que nous connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas eu de temps où les politiciens écoutaient bienveillamment leur peuple. Il y a toujours eu des conflits, il y a toujours eu des luttes. Alors si elles ne sont pas armées, puisque j'entends beaucoup de gens qui disent qu'il ne faut pas appeler à la violence, si elles ne sont pas armées, elles sont tout au moins intellectuelles, dialectiques. Hein, c'est les débats. Aujourd'hui, il n'y a plus de débat puisque la démocratie est complètement écrasée. La démocratie, c'est le débat, j'ai déjà dit ailleurs. Donc aujourd'hui, la question du complotisme est très intéressante parce qu'elle commence à être utilisée par l'État. On a des sites gouvernementaux qui expliquent comment se méfier du complotisme. Ce à quoi il est important de réfléchir, c'est toujours éliminer on va dire tout ce qui dépasse de la crédibilité ou de ce qui est possible. Et donc je propose de faire ça avec le rasoir d'Occam qui postule, qui est une méthode scientifique à la base, qui postule que toute raison suffisante est suffisante pour expliquer un phénomène. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des raisons encore plus compliquées. Il n'y a pas besoin de verser dans la littérature, dans la fiction. À partir du moment où on est dans la fiction, où on se met à fantasmer ou à postuler des réponses aux questions qui sont compliquées, trop compliquées par rapport à la réponse, nous sommes dans la fiction. Or, aujourd'hui, nous avons besoin de fiction. La fiction qu'on nous sert dans les librairies est tellement lamentable qu'on a besoin de rêver sur des phénomènes politiques qui nous exaltent un peu, le Seigneur des Anneaux, etc., ou une gigantesque bulle complotiste, que ce soit Daesh, Israël, ce que vous voulez, le mal que vous décidez de trouver, pour lequel vous décidez de trouver une incarnation dans ce monde. Dans tous les cas, il ne faut jamais penser autre chose que ceci. Les phénomènes politiques sont assez accidentels, sont toujours individuels, c'est-à-dire sont la source d'individus, et ne sont une grande histoire, un grand récit que par opportunisme d'homogénéité, par volonté d'homogénéisation du phénomène politique qui cherche à se créer son histoire. Voilà.